Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup d'assister à cette table ronde sur la santé des sols qui est un enjeu pour demain mais également aujourd'hui. Je suis accompagnée de 3 personnes que vous allez avoir l'occasion de rencontrer ici présents, donc Antoine qui vient de l'ADEME et Hippolyte de l'Arbre à Café. Vous avez probablement déjà dégusté ces cafés ce matin en arrivant et je propose directement de commencer par une petite présentation des institutions que nous représentons et donc je laisse la parole à Antoine. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc moi je travaille à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. C'est une agence qui a pour mission d'accompagner toutes les cibles, le secteur privé ou les acteurs des politiques publiques, les citoyens, les entreprises, même les écoles sur certains de nos sujets. Dans tous les sujets de la transition écologique, on va mener des études pour avoir des nouvelles connaissances et apporter une expertise, et puis accompagner financièrement aussi des porteurs de projets dans le développement de leurs initiatives. Plus spécifiquement sur les sols, on a une feuille de route qui est disponible en ligne, que vous pouvez retrouver, où on va traiter le sujet autour de 3 grands axes. Un axe autour de l'acquisition de connaissances, connaître les sols, connaître leur état pour pouvoir ensuite mettre en place des actions en faveur de leur restauration ou de leur préservation. Un deuxième axe autour de la sensibilisation et le déploiement d'actions opérationnelles en faveur des sols. Et puis un troisième axe autour de l'appui aux politiques publiques et au secteur privé, la prospective et la surveillance de l'état des sols. Et donc justement, ce qui est fondamental sur le sujet des sols, et c'est pour ça qu'on voulait intervenir aujourd'hui sur cette thématique, c'est que c'est un sujet clé de la transition écologique, et pour autant, il est très peu documenté, et il y a un manque de sensibilisation très important sur ce sujet. Et dans ce cadre-là, on a développé un outil qui s'appelle la fresque du sol, qui est en ce moment même pitché à l'Agora des solutions, et vous pouvez retrouver des animateurs sur le stand F16 qui pourront vous en parler pendant les 2 jours du World Impact Summit. Cet outil a vocation à parler de tous les enjeux sols et surtout pousser au passage à l'action. Et il est disponible dans différentes langues. Donc si vous voulez l'utiliser, le découvrir, je vous invite à aller leur en parler. Donc moi, je suis animatrice de cette table ronde et je suis directrice de l'engagement chez Tutélaire. Tutélaire, c'est une mutuelle à mission qui existe depuis plus de 120 ans. Pour quelques chiffres pour situer, donc on a plus de 320 000 adhérents, dont à peu près une dizaine de milliers qui sont également des élus locaux. On est spécialisé sur les risques longs et ça tombe bien parce qu'on parle de sujets aussi long terme. Et par risque long, je parle de sujets de perte d'autonomie, de dépendance, de prévoyance, mais également de retraite. Donc ça, c'est des sujets qui sont très proches des sujets de santé dont on aura l'occasion de parler aujourd'hui. Un dernier chiffre clé, donc en tant que mutuelle, nous sommes à but non lucratif, même si on exerce une fonction d'assureur. Et en tant que mutuelle et assureur, on a aussi une grande particularité, c'est qu'on est également investisseur et on a plus de 1 milliard sous gestion d'actifs. Et je passe la parole du coup à Hippolyte pour terminer ce premier tour de table. Merci Mélissa, merci Antoine. Bienvenue à tous. Donc à l'Arbre à Café, nous on est créateurs d'émotions. Par quoi? Par le goût. Je pense que certains l'ont déjà vécu ce matin. Et puis sinon, je vous invite à le revivre. Et par les engagements. L'Arbre à Café, c'est les pionniers du café de spécialité en France, dont vous voyez aujourd'hui l'explosion par les coffee shops. Mais au-delà du coffee shop, avant les coffee shops, il y a tout une chaîne de valeur que l'on maîtrise, puisqu'on a 2 plantations. On travaille avec une quinzaine de producteurs depuis plus de 10 ans, donc sur le long terme et sur les relations très vertueuses. Et puis le cœur de notre métier, c'est effectivement la torréfaction, avec la distribution, plus de 5 boutiques à Paris et un travail avec les professionnels. D'où vient notre goût, qui est un goût signature reconnu par tout ce qui se fait de bon dans la pâtisserie, par exemple, avec des gens comme Pierre Hermé, comme Anne-Sophie Pic, etc. Eh bien, il vient de 2 grands piliers. La première, c'est cette maîtrise de toute la chaîne de valeur. Donc, depuis la plantation, dont j'y reviendrai, mais une plantation qu'on a créée vraiment ex nihilo, jusqu'à la formation, à la transmission, d'où ma présence ici devant vous. Et puis sur ce qu'on appelle les engagements vrais. Vous savez que le café est formidable parce que ça a été la matrice d'invention de pas mal de labels et de démarches, notamment Marc Savela, le Fairtrade a été inventé pour et par le café. Et donc on est un peu pionnier dans le secteur, effectivement, de cette évolution ou de cette vision du monde transformative en fonction des époques. Donc l'Arbre à Café, on est société à mission, Bicorp, on a le score le plus élevé au monde dans le monde du café, pour ceux qui sont Bicorp, on a plus de 155 points.
On est spécialiste de la biodynamie. Et la biodynamie, dans l'étude du sol, justement, le maître mot, c'est ce qu'on appelle la salutogénèse. C'est-à-dire qu'on crée de la santé, on crée de la santé du sol. On est évidemment en agriculture bio, parce que vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. On fait notre ACV, c'est pour ça qu'on a pas mal discuté avec l'ADEME qui vient de renouveler via la Agribalise justement certaines de ces données, notre bilan carbone, etc., etc. Et on est évidemment 100% carbone compensé via des projets certifiés et non pas simplement en plantant des arbres dans notre plantation ou dans nos plantations, ce que l'on fait évidemment quotidiennement. Merci beaucoup. Donc, comme vous avez pu le voir, on a 3 points de vue peut-être assez différents, en tout cas sur le sujet des sols. Un point de vue plutôt qui est de la recherche, qui vient d'une agence qui est quand même extrêmement importante en France et qu'il faut quand même, je pense, je me permets de le dire de mon côté, continuer à soutenir la recherche indépendante financée par le public et pas le privé. C'est nécessaire pour savoir de quoi on parle. Un acteur qui est au bout de la chaîne, qui va jusqu'à la consommation de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, mais en amont qui va aller travailler sur cette qualité des sols. Et côté tutélaire, du coup, c'est vraiment le lien entre la santé des sols et la santé de nous en tant qu'êtres humains. Ce qu'on va vous proposer pour la suite, c'est de continuer par un constat de qu'est-ce qu'on appelle le sol. J'ai parlé plusieurs fois de santé des sols, mais vraiment essayer de creuser dans le détail. Et pour ça, je me retourne une nouvelle fois vers Antoine, si tu peux nous faire un petit état des lieux sur le sujet. Oui, merci. Bon, il y a plein de notions effectivement derrière le sol. Alors déjà, ce qu'il faut retenir, s'il y a une chose à retenir, c'est que les sols, ils sont en danger aujourd'hui à l'échelle mondiale et à l'échelle France. Ce sera la phrase à retenir, je pense, de cette table ronde. On peut agir, on sait ce qu'il faut faire et on en a la preuve. Voilà, il y a des démarches, des pratiques qu'on peut mettre en place pour préserver les sols. Des notions clés, ça va être les fonctions écologiques, les services écosystémiques. De quoi on parle? En fait, le sol, on en parle comme une ressource, alors qu'en fait, c'est un écosystème. Et cet écosystème, il va avoir des fonctions qui, en fait, vont être opérées qu'on soit là ou qu'on soit pas là, ou quand on sera plus là. Le sol infiltre l'eau, le sol filtre l'eau, le sol recycle la matière organique, il échange des gaz avec l'atmosphère. Et ça, il le fait pour l'ensemble des écosystèmes, dont nous, on fait partie. Après, nous, en tant qu'humains, on va profiter du sol, on va en retirer des services écosystémiques. C'est uniquement ça. On profite du sol et on en retire des services. Et c'est la façon dont on exploite les sols et dont on retire ces services qui vient les dégrader. À partir de là, moi, il y a 2 questions que je voudrais vous poser, alors à vous, mais aussi à l'Assemblée. Déjà, essayez de vous projeter, qu'est-ce que ce serait le World Impact Summit, qu'est-ce que ce serait cette conférence s'il n'y avait pas eu de sol, de façon directe ou indirecte? Est-ce que vous voyez le lien qu'on peut avoir au sol? S'il n'y avait pas de sol, il n'y aurait pas de plancher, on n'aurait pas de vêtements, on serait tous à poil pour cette conférence quasiment. On a du coton sur nous, pas de sol, pas de coton. On mange rien après la conférence, on ne fait pas pousser de café. Les sols, ils sont partout autour de nous et on ne s'en rend pas compte. Est-ce que vous avez une idée de combien de temps on met à former 1 centimètre de sol? 1 centimètre, c'est un doigt comme ça. Si vous pensez que c'est plutôt moins de 10 ans, vous allez faire comme ça. Si vous pensez que c'est entre 10 et 50 ans, vous restez assis. Si vous pensez que c'est entre 50 et 200 ans, vous levez les mains. Et si vous pensez que c'est plus que 200, vous vous mettez debout. Est-ce que vous pouvez faire ça? Bon, déjà, je vois personne qui baisse la tête, donc c'est une bonne nouvelle. On a une petite proportion de gens qui se lèvent, donc plus de 200 ans, et le reste, vous levez un peu les mains, vous restez assis, donc on oscille entre 50 et plus de 200. En fait, former 1 centimètre de sol, c'est entre 200 et 2000 ans, en conditions naturelles. C'est très variable, ça dépend des conditions, mais dans tous les cas, c'est plus qu'une vie humaine. Et ça, c'est fondamental, parce qu'on se rend compte qu'on en est déconnecté, qu'on les exploite énormément, et que ce n'est pas une ressource renouvelable. Donc c'est là qu'il va falloir agir. Les données de l'Observatoire européen des sols, aujourd'hui, elles nous indiquent qu'au niveau de l'Europe, on a à peu près 62% des sols qui sont dégradés. J'ai ramené une petite pomme là, c'est pas pour la manger, enfin ce sera pour après. Ça, c'est notre planète. Sur notre planète, il y a à peu près 30% de terres émergées, un tiers. Okay. Sur les terres émergées, il y en a 25% de ces 30%-là, 22% qui sont des terres arables, les terres qu'on peut cultiver pour manger. C'est que ça. Et ce n'est que l'épiderme, hein, c'est que la peau de ça. 62% des sols dégradés à l'échelle européenne, ça veut dire que pour continuer, aujourd'hui, il nous reste à peu près ça, à l'échelle de la planète. Donc il y a un vrai enjeu à agir et à changer nos pratiques pour préserver les sols et pour assurer la pérennité de notre économie et de nos sociétés.
Ça, c'est clé. En France, on a des chiffres. On sait que 20% des sols sont soumis à l'aléa érosif de façon très importante. Ça, c'est dramatique, c'est une perte de fertilité totale. On a un rythme d'artificialisation qui est galopant. Le temps de cette conférence, là, 50 minutes, c'est à peu près 5 terrains de foot qui vont être artificialisés. À l'échelle du World Impact Summit, là, pendant 2 jours, c'est 240 terrains de foot, donc l'équivalent en surface de sol, qui vont être artificialisés, qui seront plus cultivables. Donc ça, c'est dramatique. On a des enjeux qui sont aussi plus globaux. Il y a la pollution. On va parler beaucoup des pesticides. Il y a aussi d'autres polluants, les polluants éternels. On en a entendu parler ces derniers temps. Mais typiquement, sur les pesticides, pour y revenir, la France, c'est le premier consommateur au niveau européen en volume. On retrouve les pesticides partout, dans tous les écosystèmes. Donc il y a un vrai enjeu, puisque les sols filtrent l'eau qu'on va boire après. 60% de l'eau potable en France, elle est préfiltrée par les sols. Ce qu'on met sur les sols, potentiellement on le retrouve au robinet, et donc ça va nous ramener aux questions de One Health. Et donc après, si on prend un peu de recul à l'échelle mondiale, et là on va pouvoir en revenir et parler un peu du café, il y a la question de déforestation, d'empreintes sol importées, qui sont liées en fait à nos habitudes de consommation et en particulier à l'alimentation. Si on regarde les régimes alimentaires français, en fonction de s'ils sont très carnés ou pas du tout carnés, on va passer de plus de 5000 m² par habitant pour produire son alimentation sur une année, un régime très carné, à moins de 1200 m² pour un régime vegan. Donc on voit qu'il y a là-dedans un potentiel énorme de réduire notre impact sur les sols en fonction des choix alimentaires qu'on va faire. Et ça a des conséquences directes sur les autres enjeux de dégradation que j'ai cités précédemment. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au-delà de la dégradation fondamentale, derrière, c'est une valeur économique. À l'échelle européenne, ça a été chiffré, cette dégradation des sols, ça représente 50 à 140 milliards d'euros par an. Toute dégradation confondue. C'est dramatique. Si on considère le sol comme un capital, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une ressource qu'on exploite, on devrait, comme le dit Marc-André Sellos très bien, on devrait arrêter de puiser dans ce capital. Aucun chef d'entreprise ne fait ça. On conserve le capital et on utilise les intérêts, les services écosystémiques. Aujourd'hui, sur les sols, on fait le contraire. On détruit le capital, les générations futures ne l'auront plus. Donc il faut changer de paradigme et préserver les sols et ne profiter que des intérêts. Merci beaucoup pour ce premier constat. Tu as évoqué à plusieurs reprises le concept de One Health. Et donc, j'aimerais rebondir sur ce sujet-là. Et pareil, d'avoir un premier moment de réflexion. Pour déjà reparler de la constatation de la perte de la biodiversité. Et donc juste peut-être pour ceux qui sont de mon âge ou d'âges différents, essayez de vous rappeler la dernière fois quand vous avez été dans une voiture où vous avez pu observer sur le pare-brise de la voiture énormément d'insectes collés. Vous pouvez vous rappeler qu'il y a maintenant peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, il était impossible de rouler peut-être quand vous alliez en vacances sans que vous ayez vos essuie-glaces ou s'arrêter ou nettoyer la vitre parce qu'il y avait tout simplement des insectes. Et ça, ce que je vous dis, c'est pas anecdotique. En fait, il y a eu des grandes études scientifiques participatives en demandant à plein de personnes de photographier leur pare-brise pour voir malheureusement cette disparition. Et cette disparition des insectes, elle n'est pas anecdotique. En fait, on est en train de vivre une extinction de masse. Et je pèse mes mots, une extinction de masse, chose qui n'était pas arrivée depuis très longtemps et encore moins à cette vitesse. Petit rappel aussi, quand on parle des insectes, on pourrait se dire, même moi, personnellement, des moucherons sur un pare-brise, pas grave. Sauf que les insectes, c'est quand même une grande majorité de la biomasse et c'est aussi un des piliers de la, on va dire, pyramide alimentaire. Donc si on enlève un des socles qui sert aujourd'hui à tout le vivant, on ne peut pas espérer que tout le reste continue à vivre comme avant. Et donc ça, c'est un élément extrêmement important. Pour continuer à faire le lien là-dessus, en parallèle, si on parle de la santé des êtres humains et non pas là de la santé des sols, alors encore une fois, désolé de vous apporter peut-être des mauvaises nouvelles, il y a eu un doublement des cas de cancer en France depuis 20 ans. Un doublement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie. Et peut-être que vous l'observez. Je pense que vous avez probablement déjà un proche, peut-être déjà plus jeune que ce qu'on observait avant. Les cancers touchent des générations de plus en plus jeunes. Et en France, on est champion des cancers. Je pense que malheureusement, vous avez dû avoir des proches qui ont eu des cancers du sein, du cancer de la prostate. C'est des choses qui malheureusement sont très fréquentes. D'autres chiffres que je pourrais vous donner là-dessus, c'est que pour 100 000 personnes, il y en a 400 qui ont des cancers aujourd'hui. Tous ces chiffres, c'est des chiffres sourcés qui viennent notamment d'une étude qui s'appelle The Lancet, que vous pouvez avoir l'accès en ligne, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Bon, on pourrait se dire, quel est le lien entre ce que je viens de vous dire, des petits moucherons sur des pare-brises, et ce que je vous raconte sur le sujet de la santé des êtres humains? Quand vous regardez les communications sur le sujet des cancers, top communication, c'est les actes individuels, donc alcool, tabac.
Or, en France, la diminution de l'alcool du tabac, elle a été prouvée et tracée. Donc, on n'expliquerait pas de cette façon pourquoi il y a une diminution des principales causes qui sont annoncées et en même temps une augmentation significative. Si ce n'est qu'on peut observer en parallèle qu'en France, nous sommes également un des champions du pesticide en termes de quantité de pesticides qu'on peut mettre dans les sols. Donc, commencez à voir le schéma qu'on commence à voir dessus. Par ailleurs, sur le sujet des pesticides, je pense que si je vous parle de la loi du plomb, vous avez peut-être tous en écho ce qui s'est passé l'été dernier. C'est des éléments extrêmement importants. Là, on parlait de un pesticide, mais c'est le cas pour tous les pesticides. Et je tiens à rappeler la position de l'Ordre des médecins qui dit que les alertes ne peuvent être ignorées et que dans le cas de cette réintroduction, l'instance juge que sur le plan médical, le doute n'est pas raisonnable et qu'il y a un écart persistant entre les connaissances scientifiques disponibles et les décisions. C'est un exemple parmi d'autres, mais aujourd'hui, on a un réel problème de ces pesticides qui causent des problèmes sur la santé, notamment sur les cancers. Alors, il y a différentes études qui, malheureusement, sont toujours très parcellaires, tout simplement parce qu'il est impossible de faire des études sur le cocktail des pesticides qui nous entourent. Et, spoiler, on ne pourra jamais. On ne pourra jamais faire une corrélation parfaite entre l'ensemble des cas de cancer et l'ensemble des cas de pesticides. Moi, je travaille en finance, et quand on ne connaît pas quelque chose, on a un principe de précaution. On s'assure que quand on ne maîtrise pas un risque, on ne le prend pas de manière démesurée. Et c'est aujourd'hui un vrai sujet sur le sujet de la santé, de ne pas prendre un pari sur l'avenir, sur des choses qui sont alors quand même assez prouvées sur les sujets d'exposition, sur les riverains qui sont très très proches des pesticides aux agriculteurs, et avec des fortes corrélations pour les populations. Donc ça, c'est vraiment des éléments qu'il faut avoir en tête. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour rappel, donc tutélaire, on est spécialisé sur le risque long. On est spécialisé sur le sujet de vieillissement. Donc déjà, on le voit, les maladies neurodégénératives, tout ce qu'on appelle Parkinson, Alzheimer. Même moi, à titre personnel, j'ai découvert ça très récemment, que quand on parle de cancer, on imagine les cancers qui se voient, donc les cancers, on va dire, cancer du sein, prostate. Mais les pesticides ont aussi un impact sur les maladies neurodégénératives. C'est pour ça que, par exemple, France Parkinson avait pris position contre la réintroduction du glyphosate il y a quelques années. Mais c'est vraiment des éléments à garder en tête. On parle de l'ensemble des sujets de santé, y compris ceux pour lesquels on n'y pense pas trop. Et donc ça, on continuera d'en parler dans la troisième partie de la table ronde. Pour quand même poursuivre avec ce sujet de l'agriculture, des pesticides, pas pesticides, et est-ce qu'il existe des solutions et surtout, quel est le constat? Je me tourne vers ma gauche, vers Hippolyte, pour que tu puisses nous dresser un petit constat peut-être d'expert sur le sujet agricole. Et je te laisse la parole. Eh bien, merci. Alors, effectivement, avec moi, on va se plonger effectivement dans une culture agricole qui représente 70 millions de producteurs dans le monde. C'est 11 millions d'hectares de cultivés, la troisième boisson la plus bio au monde, après l'eau, évidemment, et le thé. Mais je vous rassure, dans le café, il y a 98% d'eau. Donc, on pourrait parler aussi de l'eau locale et de ses effets et effectivement de ses contaminations. L'agriculture biologique, c'est 10% de la culture des surfaces du café. Donc c'est une agriculture qui est assez présente dans le café, dans cette agriculture de façon proportionnelle. Juste un peu de recul. Vous savez que humus et humanité ont la même racine et que le déclin de la diversité des sols, et notamment des micro-organismes contenus dans le sol, est exactement parallèle à celui du microbiote humain. Alors, plus on appauvrit les sols, plus notre microbiote est appauvri également. C'est deux tendances qui sont parfaitement alignées et qui ont bien les effets que Mélissa vient d'apporter. Donc sur le plan de la santé, nous on a plein d'exemples, effectivement, des études. Moi j'ai deux grandes mamelles, on va dire, c'est le vin et le café. Donc dans le vin, on en parle beaucoup. Vous savez que c'est l'agriculture qui utilise le plus intensément les intrants chimiques et parmi les populations parmi lesquelles il y a le plus d'incidence, justement, de morbidité, de maladies. Dans le café, c'est la même chose. Dans les régions à l'agriculture les plus intensives, qui sont les premiers producteurs mondiaux, comme la France pour le vin, notamment le Brésil et le Vietnam. D'accord ? Donc on a ces mêmes incidences, ces mêmes usages des mêmes pesticides, avec beaucoup d'usage de glyphosate dans le café, et un usage qui est proportionnel au rendement que vous visez. Je vous donne un exemple moyen et très concret. Au Brésil, qui ressemble beaucoup en termes de paysage à la Beauce, au Berry, à la Champagne.
Donc agriculture sans ombrage, intensive, un coût très bas, où la moyenne des grandes d'exploitation est de 1 travailleur pour 100 hectares. Ça ressemble plus à Hollande aux campagnes bocagères françaises. Eh bien, pour atteindre les meilleurs rendements mondiaux, c'est-à-dire 1,7 tonnes de café par hectare, eh bien, vous utilisez entre 800 et 1200 kilos d'intrants. Quand même génial. Donc, vous êtes dans un rapport pratiquement de 1 pour 2. Okay. Et en fait, vous êtes, moi ça me fait toujours penser au saule. Vous savez, vous posez un saule dans un endroit où il y a de l'eau, et le saule transforme l'eau en bois. Bien là, on a vraiment l'impression que le caféier va transformer ses engrais minéraux, venus en général de Russie, d'Ukraine, etc., pour la potasse notamment, et les transformer effectivement en cerises. Dans les agricultures bio, la moyenne, le rendement moyen, il est 2 fois moindre. Okay, il est 2 fois moindre, pourquoi? J'y reviendrai beaucoup dans la 3e partie, parce que les agricultures bio sont en majorité, voire en exclusivité pratiquement, en agroforesterie. Donc c'est des caféières qui sont dans la forêt. Donc évidemment, il y a moins de densité de plantation et il y a moins de production de fait. Donc l'agriculture, la caféologie est très similaire à effectivement l'ensemble des agricultures que l'on connaît en Europe avec les mêmes phénomènes. Les mêmes phénomènes, c'est quoi? Eh bien, c'est sur la qualité du sol. Vous savez, je suis évidemment un grand fan de Marc-André Sellos, avec qui j'en discute régulièrement, mais avec des gens comme Descola ou Stepanov, que vous connaissez peut-être en anthropologie, et dont le maître mot, c'est « nous ne sommes pas seuls », grosso modo. Nous ne sommes pas seuls, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on appartient effectivement à une planète, que l'homme ne voit que ce qu'il regarde. Et en général, il ne regarde qu'avec des instruments qui biaisent le regard ou qui lui permettent de voir des choses qu'il ne voyait pas jusqu'à maintenant. Je pense notamment sur le plan astral. Et le sol, en fait, on le regarde très très peu. On le regarde très peu et pourtant, c'est le lieu dans le monde, sur la planète, dans lequel il y a le plus de vie. Alors, on dit souvent que, effectivement, dans une cuillère de sol, d'humus, maintenant ça dépend de quel sol justement, il y a plus d'1 milliard d'êtres vivants. D'accord? Voilà. Et davantage en fonction des sols. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe la même chose partout, c'est le même scénario. Quand on est en agriculture effectivement conventionnelle et intensive, eh bien, on a une érosion totale des sols. Et on le voit avec 2 grands paramètres ou 2 grands facteurs. C'est la matière organique. Donc, vous savez, la matière organique, vous la voyez en forêt notamment, parce que le sol est noir. Parce que quand vous marchez sur le sol, eh bien, c'est très doux. Vous vous enfoncez légèrement. Et puis, quand vous êtes dans des champs, dans des chemins, etc., le sol est très dur et puis de plus en plus blanc. Cette matière organique, c'est ce qui va nourrir justement. C'est ce qui va créer l'humus, donc le sol, et ce qui va permettre l'enrichissement des micro-organismes du sol et évidemment la capacité d'un sol à échanger avec une plante, un végétal, des êtres vivants, etc. Donc c'est fondamental. Eh bien au Brésil, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la moyenne, on est passé de 1985 à aujourd'hui, eh bien de 5% de matière organique dans le sol à 1%, moins de 1%. J'ai travaillé 8 ans en Inde pour le café. Matière organique dans le sol, moins de 1%. C'est-à-dire que les sols, vous avez compris, sont morts. On prend de l'agriculture biologique au Pérou. Eh bien, en fait, il y a une stabilisation de cette matière organique. Donc, on parle de préservation. Mais je vais vous montrer que tout à l'heure, on peut régénérer le sol et créer du sol, justement. On est autour de 4%, d'accord, dans une atmosphère de forêt tropicale, classique, sur lequel on pourrait s'attendre un petit peu plus, comme au Panama. Deuxième facteur ou critère, c'est le rapport dans le sol entre la masse des champignons et la masse des bactéries. En forêt, on est sur un rapport de 80 ou 90% pour les champignons à 10% pour les bactéries. Au Brésil, c'est exactement l'opposé. D'accord ?
exactement l'opposé. Et vous allez voir que nous, ces champignons, ils nous intéressent beaucoup, parce que dans certaines agricultures régénératives, ou dans toute agriculture générative, mais parmi les grammaires dont nous disposons, il y a justement ce qu'on appelle la litière forestière, de créer justement des champignons et d'aller nous saisir ces champignons dans les forêts pour pouvoir créer. Voilà. Donc le café, eh bien, c'est un produit comme tous les autres, mais qui est eh bien, absolument fantastique, parce que notamment c'est bon, parce que le goût vient de la qualité des sols et qu'il y a plein d'exemples justement de régénération des sols qui fonctionnent, qui sont accessibles au plus grand nombre et qui font quoi? Eh bien, qui sont un facteur gustatif absolument merveilleux. Donc c'est bon, c'est bien et c'est beau. Merci. Donc ça clôture, on va dire, ce petit panorama de rappeler la rareté et l'importance de préserver les sols, à la fois pour préserver notre capital commun, mais également pour notre santé, et de comprendre quels sont les enjeux et l'impact d'utilisation de certains produits sur cette qualité des sols au court, moyen et long terme. Pour quand même ne pas vous laisser on va dire, sur ce constat négatif, on va aller dans cette troisième partie sur une partie plus axée sur comment se saisir de ce sujet et voir justement comment chacun des acteurs a pu prendre ces thématiques des sols et réussir à enclencher un impact et une action positive. Donc Antoine, je te laisse la parole. Ouais, merci. Alors avant de basculer sur ça, je voudrais revenir juste sur deux choses que vous avez dit parce que ça m'a interpellé. On parle souvent on entend d'ailleurs souvent dans les discours maintenant, effondrement de la biodiversité, extinction, voilà, extinction de masse. Nous, de plus en plus, on va parler de destruction de la biodiversité. Pour moi, c'est fondamental parce que dans effondrement et extinction, on a l'impression que c'est quelque chose qui se passe et qui nous dépasse. Or, destruction, il faut qu'il y ait un destructeur. La biodiversité, elle ne s'éteint pas, on l'éteint. Et je pense que ça, c'est important de le rappeler parce que justement, tu l'as très bien dit, le concept One Health, c'est un continuum entre la vie du sol, sa santé et notre santé. Et donc, en éteignant la biodiversité, c'est notre microbiote et notre santé qu'on éteint. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, nous ne sommes pas seuls, nous sommes sols. C'est ça aussi qui transparaît dans les discours de Marc-André Sellos ou de Gaspard Koenig. Gaspard Koenig dit très bien, il n'y a pas de vie sur Terre sans vie sous Terre. C'est fondamental. Du coup, à l'ADEME, comment est-ce qu'on agit sur cette question-là? Donc, je voulais un petit peu évoquer au tout début avec une feuille de route globale pour essayer d'agir sur différentes thématiques. Mais plus concrètement, on va agir autant sur les sols agricoles que les sols forestiers ou les sols urbains, parce qu'il y a des sols partout et qui ne sont pas soumis aux mêmes enjeux. Donc là, on parlait beaucoup agriculture, mais en fait, il y a d'autres enjeux. J'ai parlé un peu de l'artificialisation tout à l'heure. Alors, il faut voir que en France, on n'est pas le plus mauvais élève. Alors, autant sur les pesticides, effectivement, on n'est pas terrible. Sur d'autres enjeux, par exemple sur l'artificialisation, en France, on a une loi depuis 2021 qui est pionnière par rapport aux autres pays. C'est la loi climat et résilience qui vise à horizon 2050 d'atteindre ce qu'on appelle le ZAN, zéro artificialisation nette. Dans cette loi, il y a deux objectifs fondamentaux. Il n'y a pas que ce ZAN, il y en a un en amont, c'est de diminuer le rythme de l'artificialisation, donc ce qu'on disait tout à l'heure, les 5 TRN-foot par heure, le diviser par 2 dans la décennie à venir, donc moins consommer de terre, qui nous servent par ailleurs normalement à consommer tout court, et atteindre le ZAN à horizon 2050. Et dans cette loi, ce qui est fondamental, c'est qu'on intègre la notion de fonction écologique des sols, ce que je vous évoquais au tout début, ce que le sol fait. Il s'agira, à horizon 2050, de compenser, si on artificialise quelque part, compenser en désartificialisant ou en restaurant, en régénérant des sols par ailleurs, en régénérant leurs fonctions pour qu'ils puissent continuer à fournir des services, des intérêts. Donc ça, c'est une notion clé et l'ADEME accompagne cette démarche-là avec des collectivités qui sont pilotes, avec tout un programme qui aujourd'hui s'appelle Planisol, qui est structuré, où on va pouvoir apporter et du financement et de l'expertise pour tous les projets qui sont autour de ces questions d'artificialisation et de lutte contre l'artificialisation. Après, sur les autres secteurs, sur le secteur forestier, sur la sylviculture, il y a un vrai enjeu que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais en fait, dans le contexte de transition écologique, peut-être vous le savez, on a déjà dépassé 7 des 9 limites planétaires, donc on n'est pas bien. Et pour autant, la transition écologique, elle va venir appuyer encore plus sur le sol et sur les écosystèmes. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de substituer des énergies fossiles par des énergies renouvelables qui vont consommer des terres pour les installer, par de la biomasse pour remplacer aussi des énergies fossiles. Il va falloir du bois plutôt que du béton, plutôt que des parpaings et ainsi de suite.
il va falloir se chauffer au bois plutôt qu'avec du gaz ou du fioul, etc. Vous voyez, donc tout ça, ça va venir consommer des terres par ailleurs. Donc la tension va augmenter sur l'usage des terres, et il faut trouver comment on aménage le territoire, comment on habite, comment on se chauffe, comment on mange, pour qu'il y ait assez de terre, assez de sol pour tout le monde. Ça, c'est fondamental. Pour gérer la forêt, maintenant, on a déployé un plan d'action pour la préservation des sols forestiers avec les ministères, et qui va se déployer de plus en plus là, dans les années à venir, à la fois pour mieux connaître l'état des sols forestiers et surtout pour mettre en place des pratiques de gestion plus durables. Parce que les sols forestiers sont soumis à un stress très important dès qu'on va couper les arbres pour pouvoir les exploiter d'une façon ou d'une autre. C'est des sols qui vont très rapidement être soumis au risque érosif, ce que tu évoquais tout à l'heure. Donc ça, c'est important. Et sur les sols agricoles, de plus en plus, on accompagne des démarches de diagnostic. Connaître pour pouvoir agir, pour pouvoir se poser les bonnes questions. Quel sol pour quel usage? Quelle santé de mon sol pour quelle pratique à faire évoluer pour pouvoir justement le régénérer, le préserver. Et donc ça, on accompagne des agriculteurs, des collectifs d'agriculteurs dans ces démarches-là. Et de façon plus globale, quand on prend du recul, pour pouvoir appuyer, venir en soutien aux décideurs politiques ou économiques, on réalise aussi des travaux de prospective. Peut-être vous en avez connaissance. On a publié il y a quelques années un travail qui s'appelait Transition 2050, qui traçait 4 grands chemins possibles pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors évidemment, c'était carbone centré parce qu'il fallait une métrique, mais derrière, il y a toutes les questions d'eau, de biodiversité et de sol, et on a produit des rapports complémentaires, dont un spécifique sur l'usage des terres, pour voir comment, en fonction des choix qu'on va faire dans nos sociétés, tous secteurs confondus, consommation, déplacement, habitat, énergie, etc., comment ça vient consommer des terres factuellement, combien d'hectares, et comment ça vient impacter ces terres en termes de santé potentielle. Donc en fonction des modèles agricoles, par exemple, qu'on va pousser, est-ce que c'est plus le bio, plus le conventionnel, quelles conséquences ça peut avoir sur les écosystèmes et donc derrière sur notre santé. Et ces travaux de prospective, ils sont fondamentaux parce qu'ils permettent d'éclairer des choix aujourd'hui pour éviter de faire des erreurs qui pourraient nous amener dans des impasses dans quelques années, parce que 2050, c'est plus très loin. On est en train de mettre à jour ces travaux de prospective justement pour pouvoir éclairer les débats à venir politiques en 2027. Voilà. Merci beaucoup. Du côté de la partie santé, pour peut-être faire le lien, donc, nous, en tant que mutuelle, on a un vrai enjeu. On est encore une fois un assureur. Donc, juste pour rappeler, le rôle d'un assureur, c'est de mettre un prix sur un aléa. Un aléa, c'est une probabilité que quelque chose arrive. Dans le sujet de la santé, et on pourrait faire totalement le parallèle avec le sujet, par exemple, climatique, quand on dit qu'un monde à plus 4 degrés ne serait plus assurable, on a un sujet sur le sujet de la santé. Même nous, en tant qu'assureurs spécialistes sur le risque long, si on a une plus en plus de certitude qu'un certain nombre de personnes va tomber malade ou avoir des risques plus élevés, à quel moment on est moins en moins dans l'aléa et on tombe dans plus en plus de certitudes. Et nous, là, c'est un vrai sujet d'inassurabilité. Donc ça, c'est un point, on va dire, presque business, en fait, en tant qu'acteur économique. Et je pourrais presque argumenter que n'importe quel acteur économique dans cette salle aura peut-être aussi des soucis si ces travailleurs sont de plus en plus malades. Donc ça, c'est des premiers éléments de cet engagement. Mais on est également mutuelle à mission. Et donc, les engagements qu'on prend ne sont pas uniquement, on va dire, d'un point de vue business et sectoriel, mais aussi parce que c'est un devoir de protection et d'intérêt général et d'intérêt public d'alerter sur ce sujet. Pour reprendre l'exemple de la loi Duplon, donc avant la pétition, Tutélaire avec d'autres mutuelles, on fait partie d'une association qui s'appelle Mutuelle pour une santé planétaire. On avait déjà alerté les députés en envoyant une lettre à leur égard sur ce sujet spécifiquement en s'opposant à l'introduction de cette loi. Comme vous tous et toutes, on a signé cette pétition et on l'a aussi transmis à nos adhérents. Et je pense que c'est un point essentiel en tant qu'entreprise. On a cette possibilité de parler à... Alors dans notre cas, les adhérents, c'est un peu particulier parce que ce n'est pas que des consommateurs. C'est également en fait des parties prenantes de notre gouvernance puisqu'on n'a pas d'actionnaire. En fait, notre conseil d'administration, c'est nos adhérents. Donc c'est très important d'avoir ce lien avec eux. Et on a continué à relayer tout ça de manière publique comme je le peux le faire aujourd'hui. Donc ça, c'est un point majeur. Je pense que tout décideur économique aujourd'hui a une responsabilité de prendre la parole dans le débat public. Et ça tombe bien puisque la loi Duplon n'est pas morte. Figurez-vous qu'il y a 2 jours, pour ceux qui ne sont pas au courant, monsieur Duplon a remis à l'ordre du jour cette loi. Il y a eu une réunion qui a eu lieu notamment au Sénat avec énormément d'acteurs de l'agrochimie pour reproposer cette même loi pour laquelle je ne fais pas un sondage à main levée parce qu'a priori ça ne vous regarde que vous si vous avez voté cette pétition, mais je pense qu'une majorité d'entre vous s'y était opposée en tant que citoyen.
Et donc ça, c'est vraiment un élément essentiel qu'on veut apporter aujourd'hui. Que vous soyez un acteur de la santé comme nous et que ça pose question même sur la capacité d'assurabilité des citoyens français et françaises, en dehors même des sujets de vieillissement dont on ne parle pas forcément aujourd'hui, c'est un point. Qu'ensuite, qu'en tant que décideur économique, vous ayez des sujets raisonnés, on va dire, d'inquiétude sur comment ça va se passer dans les prochaines années pour avoir des salariés en bonne santé, pour faire en sorte que votre entreprise aille bien, c'est un autre point. Mais il y a aussi un point tout simplement, j'allais dire, éthique, qu'il est notre responsabilité individuelle et collective, quand il y a des moments aussi forts, et encore une fois, on est encore dans cette actualité, de prendre la parole. Et j'espère qu'à l'issue de cette conférence, peut-être que voilà, vous ferez peut-être un petit communiqué de presse à ce sujet. Et je vous encourage à regarder l'actualité sur ce point qui est loin d'être terminé. Je vais passer la parole sur justement la partie solution, puisque si on parle de pesticides, ça interroge la question de est-il possible de faire sans ? Est-il possible d'avoir quelque chose de bio, de bon ? Et je sais que ce sujet du gustatif te tient particulièrement à cœur. Et donc, je te laisse continuer sur ce sujet-là. Merci. La démarche de l'arbre à café, c'est de créer le meilleur goût. Et quand je suis arrivé dans le monde du café, et ça ne cesse de m'étonner, comme je disais, c'est un des produits pionniers dans les démarches un petit peu positives, comme le fair trade. Sauf que dans le café de très haute qualité, appelé le café de spécialité, il y a une croyance partagée dans le monde entier. C'est qu'il est impossible de faire du bon café en faisant du bio. C'est génial. Hein ? Pour quelqu'un qui vient du monde du vin, c'est non seulement contre-intuitif, mais ça prend à revers exactement ce qui se passe. Et quand on vient de la gastronomie, également. D'où vient cette croyance ? Elle vient du financement et de la structure même de la caféiculture, qui a été prise et organisée par des institutions nationales en Inde, au Brésil, en Colombie, et évidemment prise avec cette idée de la révolution verte, ce que l'on a en France. Donc cette révolution verte, c'est la haute technisation de l'agriculture, les intrants biochimiques qui effectivement permettent de moderniser, d'augmenter les rendements à court terme, puisque à long terme, ils n'augmentent plus dans le café comme dans beaucoup de production agricole, d'où la nécessité d'avoir de plus en plus de terres agricoles et non pas de moins en moins. Et le but de l'arbre à café, vraiment sa mission première, c'est de dire en fait les meilleurs cafés viennent des meilleures agricultures. Et les meilleures agricultures, effectivement, elles ne se font pas avec des picouses. La moyenne des plantations de haut niveau qui créent aujourd'hui de la qualité, ce qui est reconnu comme de la qualité ou des rendements comme au Brésil, c'est de 8 kilos par hectare et par an de pesticides. Vous vous souvenez, d'engrais, on est entre 800 et 1200 kilos. Okay, donc, partant de ce constat, et puis surtout de notre amour pour le goût, on a voulu, et c'est notre boulot quotidien, de dire, OK, on va vous montrer en fait comment on fait. On va vous montrer qu'il y a une voie qui est réalisée pour tous les produits du monde, sauf pour le café, en tout cas à ma connaissance, et j'espère que le café est unique dans ce tabou et dans ce malentendu total. Et on va vous montrer. Donc comment est-ce qu'on a fait ? On a commencé à travailler avec des acteurs qui étaient labellisés. Alors vous voyez, on parle de la biodynamie, notamment dans le vin, mais vous connaissez peut-être les Cotonantais qui font les meilleures compotes du monde. Donc dans le vin, la biodynamie est extrêmement répandue. Dans le café, on a 16 plantations dans le monde qui sont certifiées Déméter. Donc c'est le label de la biodynamie. 16 sur les 70 millions. Donc on parle d'un crypto mouvement, quelque chose d'inexistant. Dans le vin, si vous prenez les 100 meilleurs vins, les plus chers au monde, etc., les plus reconnus, et bien sur ces 100, vous en avez 50 en biodynamie, 70% en bio. Donc c'est l'exact contraire. Et donc, on a choisi des gens qui étaient très investis dans les agricultures, pionniers, donc en général Fairtrade, bio, que vous retrouvez dans tout le réseau bio, mais qui gustativement n'apportaient pas grand-chose. Et c'est la fameuse phrase que vous avez entendue, « Ah non, mais moi, tu sais, le café, je l'achète, c'est un café bio, vous savez, d'un petit producteur, là, pas cher. »
Ah, j'adore cette phrase. Donc un petit producteur qu'on va sauver, mais en payant pas cher et qui est pas bon et qui est pas bio, etc. Enfin, qui est juste bio. Ce qui est déjà très bien, mais qui, de mon point de vue, n'est pas du tout suffisant. Vous avez le droit au bon. Voilà. Et le petit producteur a le droit à un prix élevé, effectivement. Donc on a travaillé avec ces gens-là. Et ces gens-là sont venus nous voir en disant, nous on veut faire de la qualité, effectivement. Parce que qui dit qualité, qui dit valorisation supérieure de son produit, et puis dit, évidemment, individualisation ou personnalisation supérieure de son produit. C'est-à-dire, au lieu de vendre à 9 intermédiaires, ce qui est la moyenne dans la chaîne de valeur du café, eh bien on va vendre simplement à un transformateur, qui dans le café est un cuiseur simplement. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de produit ajouté à la transformation dans le café. Et donc, on va valoriser notre exploitation, comme vous devez acheter parfois, je ne sais pas, Gabory, pardon, par exemple, que vous connaissez peut-être pour les produits laitiers. Vous savez que c'est Gabory, qui est un fermier, qui a créé un super regroupement d'achat. Donc, vous avez un nom, vous avez quelqu'un en face de vous. Et puis, le deuxième groupe, c'était des gens, c'est toujours des gens qui créent les meilleurs cafés du monde, à des prix stratosphériques, pour des gens qui achètent du café courant. Mais c'est aujourd'hui des tasses qui se vendent 1 000 € la tasse, vous voyez. Donc plusieurs centaines d'euros le prix du kilo, et qui gagnent les championnats du monde, etc., etc. Ces gens-là, quand je vais les voir, eh bien, me disent « Ah bon, mais combien je vais gagner si je passe au bio, si je passe à l'agriculture ?» Et en général, ils disent « Combien de points je vais gagner ?» Les points, c'est à la dégustation, vous voyez. Donc, ils sont dans une démarche complètement agonistique, compétitive, sur effectivement les points rendus. Pourtant, ils ont les mêmes problèmes que tout le monde, dont on parlait tout à l'heure. Leur patrimoine, leur capital s'amenuise de jour en jour. Et c'est pour ça que même des maisons comme LVMH organisent tous les ans ou tous les 2 ans le Living Soil Forum, justement en disant on est les premiers propriétaires de vignobles en Champagne. Et qu'est-ce qui se passe? D'année en année, en fait, on perd de l'argent, on diminue notre patrimoine. Donc vous imaginez un propriétaire immobilier, si d'année en année, ces bâtiments, en fait, perdent de l'argent. Okay, ces rendements locatifs vont peut-être pouvoir augmenter pendant X années, mais à terme, qu'est-ce qui se passe? Son patrimoine, la valeur de son patrimoine diminue. C'est ce qui s'appelle en finance une catastrophe. Eh bien, pour ces gens-là, donc ces grands producteurs, absolument fantastiques, on assiste à la même chose. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour compenser? Vous avez compris? Ils augmentent les engrais. Okay, donc, la seule joie, la seule bonne nouvelle avec ce trouble international, trouble de guerre, etc., c'est que les engrais deviennent de plus en plus chers. Et donc, il devient de plus en plus coûteux de produire de la merde. Et donc, il devient de plus en plus intéressant de créer de la qualité. Voilà. Donc, après 10 ans de consulting comme ça, et qu'on fait encore aujourd'hui, eh bien, j'en avais marre de voir notamment cette élite. Donc, vous avez compris, nous, on a choisi de travailler avec l'élite, pas avec la masse, pour dire on a besoin de ces moteurs, on a besoin de cette désirabilité, on a besoin que les plus beaux, les plus forts, etc., les plus reconnus disent « Waouh, c'est génial, j'ai transformé mon agriculture, j'ai transformé ma ferme en agriculture régénérative, vraiment, je crée du sol au lieu de le détruire. Et mon café est meilleur. » Et il est meilleur pour ça, pour cette raison. Et donc, au bout de 10 ans, j'ai dit, OK, je vais arrêter de parler, je vais arrêter de montrer, je vais faire. Donc, on a acheté un terrain, from scratch, qui est ce qui se fait de pire dans l'agriculture, et vous devez sans doute le savoir, mais toute l'idée des pâturages alpins, notamment, c'est magnifique. C'est parmi la biodiversité la plus faible. Alors, les vaches, c'est super, mais les vaches tassent le terrain, l'acidifient, mangent les herbes et créent une biodiversité en fait extrêmement faible. Donc j'ai récupéré un terrain comme ça, des anciennes pâtures, qui avaient été sauvées peut-être, si la personne avait de bonnes intentions, en plantant des eucalyptus. Les eucalyptus assèchent les sols, acidifient les sols, et pareil, diminuent la biodiversité, puisqu'on a des feuilles, vous savez, très huileuses, qui se, tout simplement, qui se décomposent très lentement. Et donc, on s'est dit, on va prendre ce terrain, qui avait quand même des avantages. Il était à très haute altitude, à côté d'une ferme avec laquelle on travaillait, et on va le changer complètement. Donc,
ça fait depuis 2019. On fait des analyses de sol tous les 3 ans. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a coupé tous les eucalyptus. Donc on a commencé par une phase de déforestation. Pour planter aujourd'hui 40 espèces d'arbres d'ombrage différentes. Pour planter donc du café, en réservant le seul endroit qui existait et qui était ce que l'on appelle communément, mais qui n'est pas une forêt primaire, pardon. Donc on a créé une zone intouchable, donc de réserve totale. Donc on est dans une préservation de cet écosystème de 3 hectares sur les 30 hectares, hein, donc c'est 1/10, c'est beaucoup. Et on a multiplié évidemment ce que moi j'appelle la biodynamie intensive. Donc la biodynamie, il ne s'agit pas de la Lune, vous savez. L'agriculture, c'est le premier astre pour l'agriculture, c'est le soleil. Ah, c'est un scoop pour ceux qui pensent qu'on danse nu sous la pluie et sous la Lune. On le fait aussi, mais pour d'autres raisons, pas pour l'agriculture. Et la biodynamie, c'est quoi? C'est un usage de quoi? De préparats. Donc ces préparats, ce sont des engrais, mais des engrais qu'on fait nous-mêmes en mélangeant les 3 règnes, le minéral, l'animal et le végétal. Et en général, à base de fermentation. C'est de la dynamisation de l'eau. Je vous rassure, des gens comme Chanel, qui ne sont pas uluberlus, même si Gabriel Chanel faisait de la numérologie, etc., dynamisent leur eau. Alain Miave, dont vous connaissez peut-être les jus de fruits, dynamise son jus justement pour donner plus de goût. Et puis je vous conseille de venir dans nos boutiques pour ceux qui pensent que la dynamisation n'a pas d'impact sur le goût. Et puis on fait du compost. Et là, toutes les études montrent que les composts, la différence entre un compost conventionnel, un compost biologique et un compost biodynamique, eh bien, sont les mêmes, pas du tout. Il y a 10 fois plus de micro-organismes dans un compost bio que dans un compost conventionnel et 100 fois plus dans un compost biodynamique. Okay, vous vous souvenez cette histoire du microbiote que l'on a. Donc, nous, on va verser jusqu'à 4 kg de compost par an et par pied. Donc, on va apporter beaucoup de matière. On n'utilise absolument aucun engrais de synthèse, évidemment, qui sont interdits dans l'agriculture biologique et dans l'agriculture biodynamique. Et puis, on va aller piocher dans des grammaires un petit peu différentes, que vous appelez de la permaculture, que vous appelez de l'agroécologie, que vous appelez de l'agriculture syntropique, qui est absolument géniale. Plus vous taillez les arbres, plus ils vont créer justement de la vie dans la racine, parce qu'ils vont avoir besoin d'énergie. Et plus vous allez tailler les feuilles, et des feuilles avec une minéralité différente, des tanins différents, donc vous allez créer une biodiversité de la matière organique, de la litière, et plus vous allez créer également un monde et un dynamisme souterrain. Donc, on a des agricultures qui sont extrêmement ouvertes et qu'on va tester en permanence. Je parlais tout à l'heure de la litière forestière. La litière forestière, c'est que vous allez en forêt, vous grattez un petit peu, l'automne est super, et vous voyez tout ce qui est mycorhize, tous les filaments que vous avez blancs, vous les mettez en culture avec du sucre, de la mélasse en général, avec une matière organique qui va pouvoir leur donner à manger, de la terre, et vous allez les multiplier, les démultiplier par la fermentation. On utilise aussi ce qu'on appelle des biolesses. Les biolesses, c'est hérité des agricultures urbaines à Cuba. Vous savez ce qui s'est passé à Cuba? Blocus total. Comment est-ce que je fais pour nourrir du monde? Pour nourrir du monde en ville? Eh bien, je vais faire un scan complet de ce que m'offre la nature, en termes animal, en termes végétal et en termes minéral. Mais je ne peux pas importer les minéraux classiques utilisés, comme l'azote utilisé pour l'agriculture. Et donc, je vais aller les trouver dans la nature. Et donc, dans beaucoup d'agricultures, on va utiliser la prêle, par exemple, pour la silice. On va utiliser évidemment les coquilles d'œufs, mais aussi les écorces de chêne pour le calcium. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses qui sont à disposition, mais avec évidemment des taux moindres que si vous prenez du calcium directement. Et donc comment je vais faire? Eh bien, je vais créer des mixtes et je vais les faire fermenter. D'accord? Ça s'appelle des biolesses. Et en mélangeant justement différents règnes pour avoir différentes natures et différentes capacités d'assimilisation dans le sol. Et c'est
extrêmement effectif. Donc 2 preuves, c'est qu'on a les rendements les plus élevés de toute la zone, où on est au Pérou, et on a régénéré le sol, puisque notre matière organique est passée de 4% à 10, voire 14%, tout ça en l'espace de donc 2019 à 2026, en 7 ans. On a une biodiversité qui a explosé, avec une faune qui est complètement revenue. Et en termes de préservation, effectivement, on pensait que cette réserve naturelle, c'était génial, on était tout content, etc. Sauf qu'entre-temps, eh bien, elle a été complètement déforestée tout autour. Donc on pensait en fait s'intégrer, avoir quelque chose de joli, et que cette langue qui descendait des sommets, eh bien, allait être préservée. Et en fait, non, tout est déforesté aujourd'hui. Pourquoi? Pour de la culture effectivement de café et pour de la culture de pin. Bref, de la sylviculture mono-spécifique et du pâturage. Voilà notre expérience. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est tout à fait possible. On a aujourd'hui les solutions et la bonne nouvelle, c'est que c'est meilleur aussi en tasse. Merci beaucoup. Et bon, on va terminer sur cette excellente nouvelle. On ne prend pas de questions maintenant, mais on reste un petit peu comme ça. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Donc, je pense que vous pouvez garder en tête la métaphore de la pomme qui, je pense, restera en tout cas de cette conférence. Peut-être bien garder en tête le lien entre les sols, la santé des hommes, que ce soit au court terme, mais également sur des sujets de longévité. Et de se dire que tout n'est pas perdu parce qu'avec du temps, de la bonne volonté et l'envie de créer quelque chose de sympa, de désirable et de ce que et je l'ai goûté. Je n'aime pas le café, mais j'ai aimé ce café de bon, que tout est encore possible. Et donc j'espère que vous repartez quand même éclairé et instruit, mais aussi avec beaucoup d'espoir pour la suite. Merci beaucoup.